Bienvenue et merci d'être là dans cette table ronde sur le magnifique sujet, le numérique au service d'un rêve, au service d'explorer l'espace. Alors moi, j'ai déjà une première question au public. Qui rêve de voyager dans l'espace? Qui a envie d'y aller? Bon, j'espère qu'au bout d'une heure, il y en aura encore plus. Donc avant de commencer notre sujet, j'ai juste me présenter. Donc moi, je suis Marie-Anne Magnac. Je suis la cofondatrice avec le monsieur qui est là, Olivier Ezrati, d'une association qui s'appelle Quelques femmes du numérique. Donc c'est un projet qu'on a lancé, on fête nos 10 ans. L'objet de l'association, c'est donc la promotion de la féminisation des métiers du numérique par le portrait photographique. En fait, on fait des portraits photos de femmes qui sont liées au métier du numérique pour casser les représentations qu'on peut avoir sur les métiers du numérique, soi-disant masculins, soi-disant geeks, etc. Donc nous, on a aujourd'hui la plus grosse base, puisqu'on a 800 rôles modèles dans notre communauté. Et donc, on survalorise aussi les femmes qui sont dans les métiers techniques et ou entrepreneuriaux. Et on répond à des commandes auprès d'acteurs publics, gouvernements, régions, entreprises privées, pour faire des expositions, parce que l'idée, c'est de diffuser ces rôles modèles, c'est changer les représentations. Et juste une petite anecdote très intéressante, on a une commande en novembre d'une exposition pour l'Université catholique de Lille, qui a créé son école du numérique. Et donc, on a proposé une exposition avec une visite guidée. Et parmi les étudiants qui se sont inscrits sur les 2 visites privées, il y avait 80% de garçons. Tout ça pour vous dire que nous, notre objectif, c'est effectivement, c'est une association donc mixte, puisqu'on l'a co-créée avec Olivier. Et c'est vraiment de se dire que ce sujet des femmes dans le numérique, c'est un sujet collectif de société qui est gagnant-gagnant pour les femmes et pour les hommes et pour tout le monde. Et donc, c'est important que les garçons, et je suis très heureuse aujourd'hui de voir que sur ces sujets-là, il y a des jeunes, et bravo d'être là. Parce que c'est très important que tout le monde prenne conscience de l'importance de ce sujet sur un point de vue sociétal. Voilà, donc maintenant, je vais présenter chacune des intervenantes. Et je vais leur proposer une première petite question. À quand remonte votre premier rêve d'espace? Donc, Marie Bascour, bonjour. Vous êtes directrice marque et marketing de la start-up Zefalto. Donc, Marie, à quand remonte ton premier rêve d'espace? Bonjour à tous. Je pense que c'est sûrement mon imaginaire à la première lecture du Petit Prince, ou tout simplement quand je m'allongeais dans mon jardin à regarder les étoiles. Voilà. Super, merci. Alice Thomas, donc Alice, tu es vulgarisatrice scientifique spécialisée en spatial. Tout à fait. Donc pareil, ton premier rêve d'espace? Mon premier rêve d'espace, ça remonte à la Cité des Sciences et de l'Industrie, quand j'étais toute petite au planétarium. Où la première fois, j'ai eu très peur parce qu'il faisait nuit et j'ai pleuré. Mais les fois d'après, quand j'y suis retournée, c'est bon, j'ai compris que c'est pas parce qu'il fait nuit que ça fait peur. Et donc voilà, la Cité des Sciences, à peut-être 5 ans, un truc comme ça. D'accord, merci. Zineb, donc El Romni, tu es spécialiste acquisition de talents à l'Agence spatiale européenne. Donc, et toi, ton premier rêve d'espace? Alors, j'ai envie de dire que moi, je suis tombée dans l'espace un peu par hasard. Et je veux dire que j'ai trouvé ça très intéressant, mais c'était pas à la base. Je rêvais pas d'espace, mais à cette rencontre qui était finalement assez fortuite, j'y suis encore 15 ans après. Donc, c'est un rêve un peu aujourd'hui. Exactement. Très bien. Rania Toukebri, donc tu es ingénieure satellite chez DSI. Donc, même question, ton premier rêve d'espace? Je dirais plutôt que c'était un héritage, parce qu'on l'a dans la famille. On a déjà 2 personnes, mon oncle et ma tante, qui travaillaient déjà dans l'espace. Et donc, c'était, quand je voyais les bouquins du satellite, des missions spatiaux, en fait, c'était comme un rêve. Et puis, j'ai décidé de le faire. Et de poursuivre l'affiliation généalogique. Voilà. Merci. Alice Barthes, donc tu es ingénieure aéronautique spécialisée en mathématiques appliquées. Alors pareil, même question, ton premier rêve d'espace? Ouais. Bonjour à tous. Alors moi, c'est quasiment aussi loin que je peux m'en souvenir, puisque quand j'étais petite, je commandais des télescopes à Noël et des trucs comme ça. et aussi, j'ai fait une colo aussi, j'ai un souvenir assez vif de ça. Quand j'étais petite, j'ai fait une colo thème sur l'espace. Et on est allé visiter le European Space Center, je crois que c'est en Belgique. Et il y avait une chaise qui simulait la gravité lunaire.
Et je me rappelle quand j'étais toute petite, assise dans cette chaise à marcher en faisant des gros bonds. Et ça, c'est vraiment un super souvenir. Merci beaucoup. Alors, pourquoi ce thème? Parce qu'évidemment, y a 2 chiffres qui sont quand même très éloquents aujourd'hui, qui sont donnés par les Nations Unies. 10% des astronautes sont des femmes et 20% des personnes qui travaillent dans l'aéronautique et spatiale au sens large sont des femmes. Donc, comme on dit, il y a des marges de progrès. Voilà. Donc, j'espère, à travers ces magnifiques témoignages, vous donner envie d'aller dans ces magnifiques métiers. Alors, on va commencer avec Marie. Donc, Marie, tu es donc la directrice de la marque et du marketing d'une start-up qui s'appelle Zefalto. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée de cette start-up et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Alors, Zefalto est réellement et sincèrement né d'un rêve, pas le mien, parce que effectivement, moi, je suis un peu aussi tombée au hasard dans ce sujet de l'espace, mais le rêve de Vincent Faré-Dastier, qui est le fondateur de Zefalto. Et son rêve, finalement, et un peu simplement, c'était de voler, d'aller haut dans le ciel et de voyager vers les étoiles, mais suivi par et commandé par les éléments, par le soleil, par les vents, et finalement un peu comme un bateau qui part en mer, de ne pas laisser de traces dans l'environnement et d'aller vers les étoiles, en effet, sans polluer. Donc Zefalto, aujourd'hui, c'est une start-up française dont l'objectif est de proposer un voyage dans la stratosphère bas carbone à l'aide d'un ballon stratosphérique. Et donc, pour essayer d'expliquer ça un peu plus concrètement, on souhaite emmener en 2024 des voyageurs à 25 km au-dessus de la Terre, donc dans la stratosphère, pour voyager doucement et avoir le temps de voir les étoiles, de voir le soleil et de contempler aussi la nature et l'arrondi de la Terre pendant plusieurs heures. Parce qu'à 25 km de la Terre, du coup, on commence à être dans le noir de l'espace. On voit vraiment l'arrondi de la Terre. Et le but, c'est de proposer à nos voyageurs de contempler tout ça pendant plusieurs heures et de contempler les étoiles, le ciel, la Terre. Ce que les astronautes appellent l'overview effect, qui est traduit en français par l'effet de surplomb, qui est finalement, alors bon, moi je ne l'ai pas vécu personnellement, mais de ce qu'on peut en voir des témoignages, qui est une émotion assez unique et qui transforme de par la sensibilité qu'on peut avoir de voir la beauté de la Terre, sa fragilité, etc. Donc finalement, la mission ultime de Zefalto, on aimerait aussi faire voyager nos passagers, les faire voyager lentement, sans polluer, à travers une expérience de contemplation de la nature, de la Terre, et peut-être par ça de les sensibiliser, peut-être même de les transformer. Voilà. Et pour réaliser tout ça, on s'appuie sur des brevets, sur des technologies, des experts et aussi des partenariats solides, avec l'ESA notamment, avec le CNES. Voilà. Et le CNES, par exemple, a une expertise d'envoyer des ballons stratosphériques depuis plus de 60 ans. Voilà où on en est. Donc, objectif 2024. D'accord. Et donc, oui, par rapport au développement à venir de Zefalto, comment vous voyez les choses? C'est quoi le rêve ultime, si je puis dire? Le rêve, je dirais que dans 5 ans, donc après 2024, Zefalto, ce serait une entreprise d'abord bien sûr rentable, qui aurait créé plus de 150 emplois dans des régions, qui incarnerait toujours les valeurs qui nous drive vraiment au quotidien. Zefalto, ce serait aussi... c'est une marque française qui serait connue à l'international. Et j'espère même une philosophie de vie, une manière un peu de vivre. Et j'espère aussi que dans 5 ans, par exemple, Zefalto sera accompagné de sa fondation. Voilà. Alors, si on parle aujourd'hui par rapport au thème qui nous intéresse, donc la féminisation des équipes. Alors, comment ça se passe chez Zefalto ? Alors, chez Zefalto, il y a plusieurs femmes. C'est encore une start-up, donc on est une petite vingtaine. Le fondateur est un homme, la directrice générale est une femme, le codir est majoritairement féminin. Et finalement, Zefalto, c'est un peu le mariage entre les équipes techniques, donc beaucoup d'ingénieurs bien sûr, mais avec des équipes support. Donc moi, comme vous pouvez le voir, je travaille en marketing, donc marketing, RH, commercial, etc. Donc c'est vraiment
vraiment, on travaille main dans la main pour atteindre l'ambition qui est la nôtre. Et c'est vraiment passionnant de travailler voilà, dans le monde aussi des ingénieurs. Donc, je pense que Zefalto attire les femmes par son projet, la cohérence du projet, les valeurs qu'il incarne. Et voilà, les femmes y sont bien sûr sensibles. Et Zefalto, c'est aussi une entreprise, moi, qui m'a recrutée en sachant que j'étais enceinte. Donc, voilà. D'accord. Donc, vraiment, oui, très inclusif. Et justement, par rapport au métier, sur les ingénieurs, c'est encore très masculin ou est-ce que vous cherchez à féminiser ces équipes-là? Sur les ingénieurs, c'est majoritairement masculin, je ne vais pas mentir, parce que ce n'est pas si simple de recruter des ingénieurs femmes. Donc c'est majoritairement masculin, mais il y a des femmes. D'accord, super. Et est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce que fait la start-up, que l'espace et la conscience écologique, c'est deux sujets qui peuvent en fait se rejoindre? Alors, ma réponse, bien sûr que ça va être oui. Pour nous, c'est la raison d'être de l'entreprise. On ne le fera pas si on n'arrive pas à être bas carbone, en effet. Et je pense qu'au vu de tout ce que les scientifiques nous remontent des derniers rapports GIEC, etc., je pense que c'est une obligation maintenant de décarboner nos vies. Et je pense aussi qu'il faut qu'on place la responsabilité dans chacun de nos métiers et de nos actions. Et chez nous, Zefalto, c'est pas que travailler pour avoir un ballon réutilisable, une capsule qui est réutilisable, etc. C'est aussi dans chacun des métiers qui composent la start-up de se poser les bonnes questions et d'avoir, notamment moi en ce qui me concerne, une communication, un marketing et toute une stratégie qui incarne ces valeurs-là et qui est responsable. Très bien, merci beaucoup Marie. Rania, donc Rania Toukebri, tu es ingénieure satellite chez DSI. Est-ce que tu peux présenter ton parcours et puis voilà, ton métier actuel? Je suis à la base tunisienne, donc j'ai commencé de la Tunisie. J'ai pris mon diplôme en Tunisie. J'insiste à dire ça parce que c'était la base sur laquelle j'ai tout fait. Et puis j'ai continué mes études en France, aux États-Unis et en Allemagne. Donc, je fais actuellement un PhD en système autonome pour les missions satellitaires, les missions prochaines sur la Lune et sur Mars, mais à la base, c'est pour la Lune. Donc, ce que je fais à la base, c'est que je fais la conception de satellites, de systèmes de satellites, ou plutôt, disons aussi, de télescopes ou de lanceurs, donc disons des systèmes spatiaux. Et ma mission basique, c'est de créer l'ordinateur de bord parce que c'est la partie centrale, le cerveau du satellite, et ça m'intrigue et j'adore ça. Et donc, j'ai eu l'idée de construire une nouvelle génération d'ordinateurs de bord qui est à la base de la simulation d'un cerveau humain. Et c'est super intéressant. Et donc, c'est le futur. Tout le monde travaille sur ce sujet-là. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est bien ça. Donc, j'essaie de créer le lien aussi entre le secteur privé, l'entreprise où je travaille, entre les universités. Les universités allemandes travaillent sur ça, mais il y a un petit problème disons, de coordination entre les projets qui sont les projets, disons, qui sont un peu traditionnels, qui travaillent sur les OBC, les ordinateurs de bord qui sont un peu traditionnels, qui ne vont pas avec les nouvelles missions, et aussi avec les agences spatiales. Donc, on essaie aussi de faire une coopération avec les agences spatiales américaines, européennes, et puis les futures agences spatiales africaines, parce que ça, c'est aussi le futur. Et donc, aussi, je suis coordinatrice régionale de l'Afrique à SGSI, qui est une organisation, ou disons, un bureau qui est rattaché aux Nations Unies. Ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de rassembler les agences spatiales, les universités, les étudiants, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 35 ans, pour les faire découvrir c'est quoi le spatial, on fait quoi dans le spatial, comment faire une carrière dans le spatial, et aussi quels sont les métiers du spatial, parce que ça, les gens, ils savent pas qu'on a besoin d'avocats en spatial, on a besoin d'artistes en spatial, on n'a pas besoin que d'ingénieurs ou de chercheurs. Et aussi, je suis mentor aux Nations Unies pour encourager les femmes. Oui, on va en parler, oui. Pour avoir des métiers, pour être ingénieur, pour avoir aussi d'autres métiers en spatial, et voilà. Est-ce que tu peux nous donner, est-ce que tu as une journée type, par exemple, concrètement, justement, pour que les jeunes qui soient là aussi, une journée type de travail, comment ça se passe? C'est un peu fou, mais, c'est bien. mais je le fais tous les jours. Donc, ça commence depuis 6 heures du matin. Donc, ce qu'on fait à la base, je fais de la recherche et
mon travail d'ingénierie, mon travail de chercheuse. Donc j'ai bien insisté sur l'heure parce que je fais les deux et j'essaie de faire la coordination entre l'université et l'entreprise. Donc on travaille sur des missions de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, comme les missions de l'exploration de l'espace, l'exploration des autres planètes, disons, dans le système spatial, le système solaire, pardon. Et aussi, on travaille sur la création de nouvelles générations d'ordinateurs de bord. Donc je fais les deux. J'essaie de coordonner. Et puis après, on fait aussi la préparation de jeunes pour être astronautes. Donc ce qu'on appelle Analog Astronaut Centers. Ce sont des centres qui préparent les gens pour devenir astronautes, soit par des recherches sur les instruments, soit pour la préparation, disons, physique et psychologique et tout, pour être astronaute. Et donc, voilà. Merci. Quelles sont les prochaines missions lunaires? Sur quoi ça va porter? Donc, on sait tous qu'il y aura des missions qui s'appellent à la base Artemis, c'est la mission du retour à la Lune. C'est la mission basique. Mais là, pour le moment, je travaille avec mon équipe sur le Lunar Gateway, qui est une station lunaire, qui je crois que ça sera lancé en 2026 ou un peu plus tard. C'est bientôt. Bientôt, oui. Donc, je travaille à la base sur le International Habitat, c'est l'habitat où il y aura des gens à la base, c'est européen parce que c'est géré par l'ESA. Voilà, et donc ma mission, c'est toujours de créer l'OBC, l'ordinateur de bord de cet habitat. D'accord. Donc, effectivement, tu nous as parlé de ton engagement à Space for Women. Alors, pourquoi tu as choisi de t'engager dans ce programme? Combien il y a de mentors, de mentees? Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce programme et qu'est-ce que tu y fais? J'ai décidé de faire ça parce que je n'ai pas trouvé de femmes ou de gens qui m'encouragent dans mon parcours. Donc, j'ai compris qu'il y a plusieurs femmes qui ont des talents, qui sont super intelligentes, mais ils ne savent pas réellement ce qu'elles veulent, ou plutôt, elles sont automatiquement engagées dans des filiales qui sont, disons, un peu, disons, littéraires, si je dirais, mais il n'y avait pas trop de femmes ingénieures, il n'y avait pas trop de femmes entrepreneurs. Et donc, c'est ça. Donc, avec d'autres femmes, on a voulu faire ce métier qui est volontaire parce que on le fait avec plaisir. Oui. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas d'âge limite, mais ça devrait commencer à l'âge de 18 ans pour être mentee. Oui. Pour les mentors aussi, il faut avoir une certaine expérience ou, disons, une certaine expertise qui n'était pas là parce que moi, quand j'étais mentor, quand je suis devenue mentor, il n'y avait pas de femmes qui font à la fois la recherche et le travail industriel et aussi le travail de mentoring et puis de formation de jeunes. Donc, j'avais ce profil-là qui était un peu différent. Donc, ce qu'on cherche d'avoir, on cherche d'avoir des femmes qui travaillent en biologie, qui travaillent en ressources humaines, qui travaillent dans la loi de l'espace, plusieurs profils pour encourager et pour encadrer les jeunes. Pour s'inscrire, c'est très simple. Il faut aller au site et il faut juste déposer une candidature pour être à la fois ou mentor ou mentee. Et en fait, on peut aussi choisir le mentor. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ça dépend des objectifs. Pour le moment, j'ai 4 mentees qui sont... elles ont l'âge entre, je crois, 25 ans et 45 ans. Et c'est curieux parce que la dame qui avait 45 ans, elle a travaillé dans la biologie, mais elle a voulu switcher dans le spatial. Et donc, elle a voulu avoir une idée, comment faire ça, quels sont les projets qui existent dans la biologie de l'espace, disons, astrobiology. Et donc, elles avaient besoin d'avoir une personne qui s'y connaît un peu pour les projets des missions lunaires, pour le Analog Astronaut Research, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a choisie. Et puis, elle a choisi une autre dame aussi pour l'encadrer pour tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est comment créer une start-up dans l'espace. Mais c'est super intéressant parce que c'est aussi géré par les Nations Unies, donc c'est très bien encadré. Et puis, il y a des lois claires, il y a des objectifs clairs, c'est sérieux et puis c'est strict. Et puis, on a des objectifs chaque année. Et pour le moment, c'est réussi, donc j'encourage tout le monde de participer. Combien de temps dure le programme une fois qu'on s'inscrit? On le fait chaque année. D'accord, c'est des programmes annuels. Voilà. D'accord, très bien. Et est-ce que toi, tu vois quand même un peu dans ton domaine s'il y a de plus en plus de femmes
qui, voilà, dans ton contexte professionnel, qui vont de plus en plus vers ces métiers techniques de l'espace. Est-ce que tu vois des choses qui changent un petit peu depuis que tu as commencé ? Ça commence à changer, oui. Ouais. Mais ça reste... par rapport aux hommes, ça reste limité. Donc ça bouge pas très vite. Non, malheureusement, dans mon laboratoire, je suis la seule femme qui travaille sur ça. Je suis habituée, mais j'aurais aimé réellement avoir d'autres femmes parce que ça m'encourage moi-même, disons. Mais ça commence à bouger un peu. On fait des efforts, on essaie d'avoir plus de femmes et donc voilà. Très bien, merci beaucoup Rania. Alice, donc Alice Barbe, tu es ingénieure en aéronautique spécialisée en mathématiques appliquées. Alors même question classique, est-ce que tu peux présenter ta formation et ton parcours et ton métier actuel ? Oui, donc moi j'ai fait ma scolarité, donc mon lycée, etc., aux alentours de Lyon. J'étais toujours plutôt forte en maths et pas trop en français, sans être là. Mais voilà, donc c'était un peu logique à la fin du lycée. J'ai fait une prépa scientifique aussi à Lyon. Ça s'est bien passé parce que des fois on se fait des idées un peu de la prépa comme d'un moment horrible, mais moi en tout cas je trouve que j'avais quand même une vie et ça se passait bien même si je travaillais beaucoup. Et donc après 2 ans de prépa, j'ai intégré Super-Héros, donc l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Donc pour moi c'était vraiment, ça s'est fait un peu par le hasard des concours, mais pour moi c'était vraiment super parce que je pouvais reconnecter avec mes rêves d'enfant d'espace dont je vous ai parlé tout à l'heure, le télescope, etc. Donc j'ai vraiment passé une super scolarité. J'ai eu l'occasion de faire une année de césure. Donc c'est une année où on met ses études en pause pour aller à l'étranger, essayer de nouvelles expériences. Dans le cadre de cette année de césure, j'ai pu aller 6 mois au Japon, dans une université où j'ai fait un semestre sur les systèmes spatiaux. Et puis les 6 derniers mois, je les ai fait en Australie, à Sydney, dans une start-up spatiale. Et donc ça m'a permis de voyager, de voir d'autres cultures, comment on travaille aussi en dehors de la France, etc. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Après mon année de césure, je suis revenue à Super-Héros. Je me suis spécialisée dans les mathématiques appliquées. Donc en gros, c'est comment les maths peuvent nous aider à résoudre des problèmes concrets. Donc je vous donnerai quelques exemples de ce que j'ai fait après dans mon parcours professionnel. À la fin de Super-Héros, j'ai fait un stage à l'Agence spatiale européenne aux Pays-Bas, où j'étais dans le département, ce qu'on appelle SCAO en français. C'est en gros où est-ce que le satellite regarde et l'orienter, donc bien l'orienter pour qu'il prenne une photo de la Terre ou l'orienter pour qu'il recharge ses panneaux solaires, etc. Donc j'ai travaillé dans ce département-là en tant que stagiaire. Après, j'ai déménagé à Londres, où je travaillais chez Airbus Defence and Space. Et là, j'étais ingénieure R&D, donc toujours en mathématiques appliquées, où je travaillais sur des problèmes assez vastes, notamment comment est-ce qu'on atterrit de manière optimale sur des petits corps célestes, comment est-ce qu'on peut utiliser un scanner laser pour qu'un petit robot, un petit rover puisse se repérer dans l'espace et naviguer. Donc c'était cas d'application pour Mars en particulier, par exemple. Donc voilà, je travaille sur ces sujets-là. Donc en fait, avec les maths, on peut appréhender plein de sujets différents et c'est vraiment ça qui me plaît. La diversité des sujets qu'on peut aborder avec, on va dire, la même base technique. Après, Airbus, je suis un peu redescendue sur Terre et je suis même allée sous l'eau puisque je suis allée travailler pour Thales Underwater System, où en gros je designais des algorithmes pour les sonars, pour les sous-marins, pour essayer de voir où est-ce qu'il y avait des bateaux, etc. et faire tous les algorithmes et les maths derrière. Et après, j'ai vu la candidature à l'ESA. Je pensais que j'avais aucune chance d'avoir le job dans lequel je suis actuellement. J'ai même failli ne pas poser mon CV. Et puis finalement, je l'ai un peu lancé comme une bouteille à la mer. Et puis j'ai été recrutée donc, à l'ESA. Je travaille actuellement dans le département d'observation de la Terre. L'observation de la Terre, en gros, c'est comment est-ce qu'on va utiliser tous les satellites qui orbitent en ce moment autour de la Terre et qui scannent la Terre en permanence en prenant plein de photos à plein de couleurs différentes, etc. Comment est-ce que là-dedans, on va aller trouver de la valeur, donc voir le changement climatique en particulier, etc. Et moi, je travaille en particulier dans le labo digital, donc c'est comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser les technologies digitales comme l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. Pour aller chercher cette valeur-là en particulier. Et bientôt, cette page va se tourner, puisque j'ai décidé de quitter l'ESA pour commencer une thèse au CERN. Donc le CERN, c'est l'accélérateur de particules qui est à la frontière entre la France et la Suisse. Et me lancer dans l'informatique quantique, qui est comment est-ce qu'on peut utiliser la physique quantique pour faire des calculs, en gros. Toujours dans le spatial. Voilà, donc je cherche des applications spatiales à l'informatique quantique, en effet, dans cette thèse, qui est cofinancée par l'ESA.
Super. Alors, on a vu que tu as vraiment une expérience internationale riche. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait d'être de travailler dans des cultures différentes? Je dirais que d'un point de vue personnel, déjà, c'était une aventure incroyable. C'est-à-dire que quand je déménage au Japon, j'ai 21 ans. Je débarque dans un pays où je baragouine un peu la langue, parce que j'avais fait un peu de japonais avant, mais je baragouine la langue. Toutes les personnes que je connais, dans lesquelles j'ai confiance, elles sont à des milliers de kilomètres. Donc ça prend quand même une certaine résilience, à savoir ce qu'on veut, et puis savoir se repérer dans un pays où on ne connaît pas, etc. Donc je dirais une certaine résilience, et aussi d'avoir vu plein de cultures différentes, une certaine adaptabilité, une ouverture à d'autres manières de travailler, à d'autres manières de penser, etc. Et je dirais que maintenant, je travaille dans un contexte international, vu que je travaille à l'ESA, et de toute manière, l'espace, par définition et par ce domaine, c'est très international, et je dirais que c'est plutôt une force au niveau professionnel maintenant d'avoir un peu d'avoir pu expérimenter une diversité de cultures de travail. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer, d'aller travailler à l'international. Absolument pas. En plus de l'aisance linguistique que ça peut apporter aussi. Ouais. Alors tu fais partie d'un projet qui s'appelle Women in Mars. Tu es Crew Data Scientist sur ce projet. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le projet et quel est ton rôle dans ce projet? Avec plaisir. Donc, WooMars, c'est effectivement un équipage d'astronautes analogues entièrement féminin. Donc, les astronautes analogues, c'est ce dont a parlé Rania tout à l'heure. En gros, l'idée, c'est de faire des fausses bases d'astronautes et des fausses combinaisons pour faire des vraies recherches scientifiques, pour préparer l'exploration dans l'espace. En particulier, nous, notre mission, elle a été, à la base, devait être en 2021, mais avec le Covid, vous pouvez imaginer qu'elle a été décalée de nombreuses fois. Donc là, on croise les doigts. Normalement, ce sera en octobre cette année. On va dans l'Utah. Qui en fait, cette localisation a été choisie parce que géologiquement c'est un analogue martien, ça veut dire qu'en gros les pierres qu'on trouve là-bas ressemblent à ce qu'on pourrait trouver sur Mars, les paysages, etc. Donc c'est une station analogue martienne. Et donc on va aller là-bas en octobre. Et l'idée c'est de voir un équipage entièrement féminin, ce qui n'était pas arrivé depuis je crois 5 ans à la MDRS. Voilà, donc ça c'est la base de la mission. Et derrière, on a créé une association qui va en fait, pour vision, une fois que le Covid sera terminé, d'avoir de plus en plus d'équipages féminins et de continuer les recherches qu'on fait. Donc on a plusieurs... je suis sur plusieurs lignes de recherche qu'on a dans l'association. En particulier, j'ai travaillé sur un dirigeable martien pour explorer Mars. C'est des recherches qu'on a fait en partenariat avec l'EPFL et qu'on a présenté à Saint-Pétersbourg l'année dernière. Mon projet que j'espère pouvoir faire cette année, ce serait un peu en synergie avec ce que je fais à l'Agence spatiale européenne, c'est de l'imagerie hyperspectrale pour faire l'identification des minéraux sur Mars. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces minéraux? Est-ce qu'on va pouvoir extraire, je sais pas, de l'oxygène? Est-ce qu'on peut créer des habitats avec, etc. Donc, c'est ça. On a plusieurs lignes de recherche à WooMars. Et voilà. Est-ce qu'il y a aussi une partie du projet qui travaille sur les spécificités du corps des femmes dans l'espace versus les... Alors malheureusement, on va dire que dans l'espace, je ne suis pas une spécialiste, mais dans l'espace, les deux choses principales qui vont changer au niveau de la physionomie, ça va être surtout les radiations et la microgravité, qui sont malheureusement, ou heureusement pour la radiation, pas sur Terre, mais on peut regarder tout ce qui est l'aspect psychologique, parce qu'il faut savoir que sur les stations dans lesquelles on est confiné dans la station et on fait comme si on était sur Mars, donc en gros on ne peut pas sortir et aller respirer l'air dehors, il faut toujours mettre la combinaison, donc ça veut dire qu'il y a une situation de confinement, quoi. Bon, avec le Covid, j'imagine qu'on a un peu plus de on a un peu plus de données là-dessus. Mais c'est aussi intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, avec 10% de femmes astronautes, en fait, ça veut dire qu'on a aussi 9 fois moins de data sur la physionomie de la femme dans l'espace. Ouais. Donc, quels effets sont les radiations ça sur le corps de la femme, etc. Et donc, rebalancer ça veut aussi dire mieux connaître l'effet que va avoir l'espace sur les femmes, qui est 9 fois moins connu de facto, quoi. Et la connaissance du corps des femmes aussi. Voilà. Donc, on manque de data, pour répondre à cette question en bref. Merci beaucoup, Alice. Zineb. Donc, Zineb El Honri, tu es spécialiste de l'acquisition des talents à l'Agence spatiale européenne, parce que ESA, ça correspond à l'Agence spatiale européenne. Donc, quel est ton métier actuel et ton parcours? Peux-tu le présenter? Donc, mon métier, en fait, c'est la recherche de talents, la sensibilisation, faire en sorte, en fait, qu'il y ait plus
de femmes et de diversité au sein du spatial et en particulier à l'agence. C'est plein d'activités de marketing, de sensibilisation, d'information, de sourcing aussi, à travers aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour le recrutement. Et donc moi, mon parcours, justement, comme je disais, comme Marie, je n'ai pas eu une vocation dans le spatial, mais à la base, j'ai fait un master langue étrangère appliquée, donc pas du tout destiné en anglais et en espagnol. Et donc j'ai poursuivi par un autre master à Bruxelles en information communication. Donc j'étais plutôt prédestinée à faire de la communication spécialisée en affaires européennes. Et de fil en aiguille, je suis un peu tombée par hasard justement sur un poste qui était plus sur la communication RH au sein de l'agence spatiale. Et donc j'ai saisi cette opportunité. Et après, j'ai poursuivi mes études en management des ressources humaines parce que j'ai découvert les ressources humaines et ça m'a passionnée. Et donc voilà, j'ai pu un petit peu combiner les compétences communication et aussi management des ressources humaines. Et donc voilà, j'ai travaillé et étudié à la fois en Belgique, en Angleterre, et donc ça m'a permis aussi d'avoir cette sensibilité européenne et on va dire interculturelle. Donc on apprend vraiment beaucoup à travers ces expériences, et je dirais que en particulier quand on commence à étudier les langues, c'est essentiel de faire un voyage à l'étranger pour vraiment s'imprégner de ces cultures-là. Et donc voilà, et donc depuis 2007, je travaille au sein de l'Agence spatiale européenne à Paris. D'accord. Alors justement, l'Agence spatiale européenne, peux-tu nous la présenter brièvement, et quelles sont les grandes familles de métiers qu'on trouve au sein de l'agence? Alors oui, voilà, donc les métiers de l'Agence spatiale européenne sont très divers. C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'ils sont essentiellement des postes d'ingénieurs, mais il y a énormément aussi de scientifiques, aussi d'informaticiens, des gens qui travaillent dans le numérique, et on a aussi, comme moi, des gens qui travaillent dans les fonctions administratives plus classiques. C'est vrai qu'on a du mal à faire un petit peu cette juxtaposition entre les fonctions administratives et dans les domaines scientifiques. Et donc voilà, on a aussi bien des gens qui travaillent dans l'audit, dans la finance, dans les ressources humaines, la communication, etc. Et au niveau des domaines, donc ils sont très très variés. Pareil, on a des gens qui travaillent tout ce qui est observation de la Terre, sciences de la vie, des sciences planétaires, tout ce qui est télécom, application, tout ce qui est application intégrée. Beaucoup dans les sciences, donc et je cite pas tous, c'est vraiment très très varié, et je pense que c'est pour ça qu'on fait de plus en plus d'efforts pour sensibiliser les jeunes et aussi les candidats dès leurs premières expériences au champ des différentes possibilités et domaines dans lesquels ils peuvent travailler au sein du spatial, et en particulier à l'Agence spatiale européenne. Par rapport à ces différents domaines, est-ce qu'il y a des domaines où il y a plus d'équipes féminines versus masculines? Est-ce que c'est... Alors, je vais dire tout naturellement dans les fonctions administratives, tout ce qui est gestion de projet. Donc, on est vraiment autour de plus de 55% de femmes dans ces fonctions. Alors, pour ce qui est des postes ingénieurs, c'est vrai que là, on descend à 17%. Et pour ce qui est scientifique, on est autour de 25%. Dans tout ce qui est informatique, on est autour de 20%. Donc j'ai envie de dire, plus c'est technique, plus c'est scientifique. Effectivement, là, on a moins de femmes. Et c'est justement sur ces axes-là que l'on travaille, justement pour rééquilibrer cette balance. Et en particulier aussi dans les postes à responsabilité, où on a doublé en moins d'une dizaine d'années le nombre de femmes qui occupent des postes à responsabilité. Et donc ça montre que à travers les actions, la sensibilisation, la responsabilisation, on peut arriver à
à des résultats et que juste laisser les choses suivre leur cours n'avance pas, ça n'avance pas assez vite. Donc voilà, tout ça contribue. Donc, j'ai envie de dire qu'au niveau de l'Agence spatiale européenne, on est environ 30% de femmes, tout poste cumulé. Donc, ce qui est au-delà du benchmark, autour de 20-22% dans l'industrie spatiale européenne. Et donc voilà, donc c'est déjà un chiffre quand même assez intéressant, mais en sachant qu'on ne peut pas avoir plus de femmes qu'on a de candidates, plus de femmes qui ne sont spécialisées ou formées aux métiers scientifiques et techniques. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où les actions doivent arriver de plus en plus tôt. Ouais, donc il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes qui choisissent ces études pour parvenir. Donc voilà, c'est tout le processus amont. Aujourd'hui, donc l'Agence spatiale européenne a un programme de recrutement des astronautes pour les prochaines missions. Quel est le process de recrutement? Est-ce que tu peux nous le présenter d'un ou d'une astronaute? Alors, donc effectivement, là, on est en plein cours de sélection des astronautes. Donc, il est question d'environ 4 ou 6 astronautes qui seraient recrutés fin 2022. Et là, on a entamé la phase des tests psychologiques. Donc, c'est du présentiel devant des experts. Et donc, tous les candidats qui sont présélectionnés à cette étape passent ces tests. Et donc, voilà, après, il y a d'autres tests, des assessment centers, des tests médicaux, donc différentes phases, après des entretiens. Donc, tout ça est assez lourd, on va dire, comme processus de recrutement, en sachant qu'on a eu plus de 23 000 candidatures. Donc, c'est un record. On n'a jamais eu autant de candidatures. C'est l'effet Thomas Pesquet en partie, j'ai envie de dire, peut-être en France, avec la mission Alpha. Mais encore, je pense aussi que tous les efforts de sensibilisation et toute la couverture médiatique fait que ça a permis d'avoir ce nombre de candidatures assez incroyable, en sachant qu'on était à 8 à 10 000 sur la précédente sélection. Donc, la précédente, c'était il y a 11 ans à peu près, c'est ça? Oui, c'était en 2008-2009. Donc là, on est sur des chiffres quand même. Donc en termes logistiques de préparation et d'organisation de la sélection, c'est quelque chose d'assez énorme. Et le process en tant que tel, il dure combien de temps, le process de recrutement d'un astronaute? Alors là, ça a commencé l'année dernière et donc ça se termine là en octobre. Il y aura les résultats en octobre, donc c'est à peu près voilà, un an et demi. Donc c'est un long processus de recrutement, en sachant que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont inspirés et qui rêvent de devenir astronaute. Et la particularité aussi cette année, c'est que on a développé un nouveau programme de réserve, ce qui permettrait que parmi les meilleurs candidats, 4 vraiment, c'est vraiment quand même assez limité, donc ce qui permettrait d'avoir une réserve jusqu'à maximum 20 qui pourraient, selon la demande, être mobilisés et seraient formés au fur et à mesure, et donc ça permet d'ouvrir justement la possibilité à plus de monde d'accéder à ce métier qui fait rêver des milliers de personnes. Est-ce que justement sur les 23 000 candidats, est-ce qu'on a le taux de femmes qui ont... Oui. Alors on a 24% de femmes qui ont postulé. À la précédente sélection, on était sur 15,5%. Donc il y a vraiment... On remarque vraiment une progression énorme de candidatures féminines. Et parce que l'axe aussi, justement, de sensibilisation et de communication autour de cette campagne a été vraiment très poussé vers les femmes, en leur disant postulez, n'ayez pas peur, osez. Et donc, on sent qu'il y a eu un engouement et voilà, un retour sur ces axes-là qui étaient... très fort, en sachant que voilà, on encourage les femmes, mais les meilleurs seront pris. Donc on veut vraiment ouvrir le champ des possibles, mais sur la base des critères, ce sera la compétence. Est-ce que le métier d'astronaute, il est vraiment accessible à toute personne qui en rêve? Est-ce que... Alors j'ai envie de dire, tout le monde a le droit de rêver de devenir astronaute, bien sûr. Après, il faut avoir... on a vraiment élargi, même au niveau des domaines.
Il y a beaucoup de médecins qui ont postulé, des gens dans l'informatique. Avant, c'est vrai qu'il y avait plus cette tendance à avoir des profils de pilotes militaires qui postulaient. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même des domaines larges, mais pas accessibles à tout le monde. Je veux dire, à partir du moment où on a ce profil scientifique, technique, informatique, médecine, même pilote, donc on peut y accéder. C'est déjà beaucoup de monde, mais ce n'est pas tout le monde, j'ai envie de dire. Et quelles sont les prochaines destinations? Donc, si moi je m'inscris pour devenir astronaute, c'est quoi les... Alors, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup du futur, mais en tout cas, pour cette sélection, ils sont voués, bien sûr, d'abord à travailler sur des vols à orbite terrestre, mais dans un avenir plus lointain, on peut parler de la Lune, et encore plus lointain de Mars. Et on va dire que, en tout cas, cette sélection pourront clairement participer au début des vols d'exploration. Donc et les femmes, clairement, ont leur rôle à jouer dans cette nouvelle phase d'exploration. Très bien, merci beaucoup Zineb. Alice? Oui. Alice Thomas, donc vulgarisatrice spécialisée en spatial. C'est ça. Alors Alice, même question, ton parcours et c'est quoi ton métier de vulgarisatrice? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la vulgarisation, c'est un peu... mon métier, c'est de mettre en avant, de communiquer sur tout ce que font ces femmes merveilleuses autour de moi. Je suis impressionnée par tous vos parcours, je dois dire. Enfin, voilà. Bravo à toutes. Mon métier, c'est de donner envie aux gens de s'intéresser au spatial, de pourquoi pas faire des carrières scientifiques, etc. Mais voilà, c'est de communiquer autour du spatial de différents moyens. Mais à la base, je voulais pas faire ça parce qu'à la base, je suis plutôt quelqu'un de timide et réservé. Donc, je voulais devenir astrophysicienne. Ça s'appelait chercheuse d'étoiles dans mon langage d'enfant. Parce que je voulais être dans mon observatoire à ne parler à personne et faire mes recherches tranquilles et qu'on ne vienne pas m'embêter. Et puis bon, au fil des années, je me suis rendu compte que ça me correspondait peut-être pas tant que ça, que la recherche, c'était pas forcément un milieu dans lequel moi je me voyais évoluer. J'avais un peu une vision de quand tu fais de la recherche, tu travailles sur un sujet tout le temps le même et c'est peut-être un peu monotone, lassant. Et je suis quelqu'un qui a besoin de faire plusieurs choses à la fois. J'aime bien être sur plein de projets différents. Donc je dis bon, ok, la recherche peut-être pas, mais je veux quand même travailler dans le spatial. Qu'est-ce que je peux faire qui soit en lien avec le spatial quand même, mais qui soit pas la recherche? Et donc la communication et la vulgarisation, ça a été un bon entre-deux pour être quand même au contact des chercheurs, des chercheuses, des ingénieurs, mais sans moi faire de la science. Donc voilà, donc j'ai fait un bac scientifique. Après ça, une licence de physique. Où je voulais faire une 3e année de licence déjà orientée autour de la communication, mais licence qui a été supprimée l'année où je voulais la faire. Donc c'est pas grave, on retombe sur nos pattes, on finit la licence de physique comme on peut. J'ai eu ma licence de physique quand même. Tout ça pour dire, voilà, même si des fois vous ratez, c'est pas grave, on peut toujours retomber sur ses pattes et se réorienter, c'est toujours possible. Donc voilà, après ma licence, j'ai fait une année de pause aussi où je n'ai pas voyagé, mais où j'ai commencé à travailler en tant qu'animatrice scientifique auprès d'enfants. Donc je faisais des ateliers autour des sciences avec eux, du périscolaire et du scolaire. Et puis voilà, et puis après ça, un master de journalisme et communication scientifique. Voilà, avec une alternance au sein du CEA, donc c'est un grand laboratoire de recherche où là j'étais directement dans le milieu de la recherche pour faire la communication vraiment au plus près des ingénieurs-chercheurs, quoi. Vraiment, c'était en plein dedans. Et voilà, et maintenant ça fait, je ne sais plus compter les années, mais ça fait quelques années maintenant que je fais de la vulgarisation en tant qu'indépendante. Donc voilà, sur différents moyens, sur Internet, ça peut être des interventions en présentiel, de la gestion de réseaux sociaux. Voilà, notamment, j'ai passé une bonne partie de mon année 2021 à travailler sur les réseaux sociaux du CNES, donc le CNES qui est l'agence spatiale française. Voilà. Et toi, tes outils de communication au-delà de... Ouais, alors voilà, j'ai commencé la vulgarisation vraiment sur YouTube en 2016.
Et bon, maintenant, il n'y a plus grand-chose sur cette chaîne parce que faire des vidéos, ça prend du temps. Quand on est seul pour le faire, voilà, tout ce que je fais, c'est un peu artisanal, entre guillemets, dans le sens où voilà, je suis seule pour le faire. C'est moi qui vais écrire, qui vais tourner, qui vais faire le montage. Voilà, ça, normalement, si vous prenez une production audiovisuelle à la télévision, vous avez une équipe, je ne sais même pas combien de personnes, mais plusieurs équipes qui vont travailler sur chaque point. Là, non, voilà. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc malheureusement sur YouTube en ce moment c'est un peu le désert. Mais bon, c'est pas grave, je fais quand même d'autres choses. Je suis beaucoup sur Twitter aussi, c'est là où je suis le réseau où je suis la plus active. Plus récemment aussi, plus récemment, depuis le premier confinement, sur Twitch, donc il y a une plateforme de diffusion de vidéos en direct. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis pendant les confinements parce que c'est un nouveau moyen de communiquer en fait, de faire par exemple des tables rondes, des conférences, mais sans être en présentiel. Pendant quelque chose comme on fait aujourd'hui, c'était pas possible hein, il y a un an. Donc on faisait ça en ligne et donc c'est les gens qui venaient voir, qui viennent toujours voir sur Internet en direct. Donc voilà, j'essaie de développer un peu ça. Et justement, sur différents canaux, est-ce que tu sais si voilà, tu es suivi par les femmes de façon majoritaire ou pas? Et qu'est-ce que tu fais pour leur donner envie de venir s'intéresser à ces sujets? Alors, en vrai, on a assez peu de données. Sur YouTube, on a les données, mais je pense qu'elles sont erronées parce qu'il y a des fois où il y a quelques années, j'avais vraiment 0% de femmes. Je dis non, c'est pas possible. Je sais qu'il y a des femmes qui regardent des vidéos, mais par exemple, YouTube de base considère qu'un profil qui n'a pas renseigné son genre est un homme. Ah. Donc forcément ça aide pas, mais je pense quand même que j'ai quand même une majorité de personnes masculines qui suivent mes contenus, parce que malheureusement le spatial, tout ce qui est un peu scientifique, ça va principalement intéresser des hommes. Pourquoi je ne saurais dire, mais il y a aussi beaucoup plus d'hommes qui parlent de spatial aussi. Si on reste sur YouTube, il y a plusieurs chaînes YouTube qui parlent d'espace. Les plus grosses, celles que les gens connaissent en général, ce sont celles tenues par des hommes. Donc, et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour donner envie à... les encourager. Alors, moi, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de montrer que le spatial, les sciences en général, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose qui fait peur, que tout le monde, peu importe le genre, est légitime, peut comprendre des choses, et même si on n'est pas scientifique, même si on n'a pas fait de prépa, on n'a pas fait de master, de licence ou quoi, qu'on se considère plutôt artistique ou je sais pas, on peut s'y intéresser, on peut comprendre des choses. Il n'y a pas besoin d'être super bon en maths, de comprendre les équations hyper compliquées. Non. Bon, ça demande quand même un peu... c'est pour ça qu'il y a du contenu de vulgarisation, que la communication, c'est important aussi. Mais vraiment, tout le monde est légitime pour comprendre les choses et pour se lancer dans des carrières scientifiques. Oui. Et encore une fois, on peut tenter... Et se tromper, se rendre compte que finalement non, en fait ça ne nous correspond pas, c'est pas grave, on pourra faire autre chose. Oui, en fait, il faut vraiment suivre sa motivation, le sujet qui nous intéresse, et puis y aller. Il n'y a pas bien évidemment de domaine féminin ou masculin. Enfin, c'est ça qu'il faut dire, effectivement, répéter encore. Parce que... Exactement. Et toi, ton rêve, ça serait d'aller plutôt sur la Lune ou sur Mars ? Oh les deux. Hein. Moi je vais où vous voulez. Hein. Bon malheureusement, j'ai pas pu candidater à la sélection d'astronautes parce qu'il faut il fallait avoir fait des études scientifiques, au moins bac+5 en études scientifiques, ce qui n'est pas mon cas, j'ai que bac+3. Donc si un jour vous ouvrez vraiment aussi au côté communication, je suis intéressée. Mais voilà. Ok, merci Alice. Donc là je vais poser, tu vas peut-être commencer par répondre à des questions pour toutes les intervenantes. Est-ce que tu as eu un rôle modèle jeune, féminin, qui t'a donné envie de t'intéresser au-delà de ton appétence particulière? Est-ce qu'à un moment, il y a une jeune fille qui t'a inspirée? Alors, j'ai 3 femmes qui me viennent à l'esprit, qui sont toutes les 3 des femmes astronautes. La première, c'est l'astronaute française Claudie Aigneret. Mon premier souvenir qui remonte d'elle, c'était pendant une de ses missions où j'avais le journal de Mickey qui parlait de sa mission. Et ce qui m'avait marqué, c'était elle était mise en avant, donc il y avait son portrait, tout ça. Et une des questions qui lui était posée, c'est « Mais comment ils vont faire tes enfants sans toi ?»
Bon. Donc voilà, il y a Claudie Agnoret, il y a Samantha Cristoforetti qui est une astronaute américaine, américaine, pas du tout, italienne, j'ai confondu avec celle d'après dont je voulais parler, une astronaute italienne donc de l'Agence spatiale européenne qui va partir d'ailleurs dans l'espace en avril, je crois. Voilà, donc une collègue de Thomas Pesquet. Et la troisième, Peggy Whitson, qui est donc une astronaute américaine cette fois-ci, qui est partie avec Thomas Pesquet pendant sa première mission spatiale. Et pourquoi tu les as choisies? Qu'est-ce qui font que ces femmes-là t'inspirent particulièrement? Alors, déjà parce qu'elles sont astronautes et voilà, des femmes astronautes. Alors, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Il y a que 10% de femmes astronautes, mais il y a d'autres femmes astronautes. Je pense qu'en France, en tout cas, c'est peut-être les 3 les plus connues. Et je sais pas... Elle dégage quelque chose. Pardon, je pense à Samantha Cristoforetti, où elle est déjà partie à bord de la Station spatiale internationale. Et elle a fait énormément de communication sur la vie dans l'espace, comment on fait pour laver ses cheveux, comment on va aux toilettes, comment on mange, etc. Et de voir toute cette communication autour de sa mission, je me dis, mais c'est génial en fait. Enfin, vraiment, on se rend compte du quotidien des astronautes, etc. Et ouais, on se rend compte qu'en fait, c'est des humains aussi. Merci. Rania, tu as un rôle modèle féminin qui t'a inspiré? Il y a la première femme astronaute, Valentina Tereshkova. Quelle année? 63, je crois. Et puis, il y avait aussi une femme qui était super intéressante, c'était Simonetta Di Pippo, qui est la directrice des Nations Unies pour les affaires spatiales. En fait, c'est un personnage qui est un peu réellement intéressant parce qu'elle est très forte, elle a un caractère assez fort et elle sait très bien gérer les choses. Donc j'adore ce côté-là. Très inspirante, oui. Ouais. Ok. Alice? Alors moi, je vais pas mentir, quand j'étais petite, je connaissais pas le nom des astronautes. J'ai pas eu particulièrement de rôle modèle, à dire vrai, mais moi, ce qui m'a surtout inspirée quand j'étais petite, c'était quand j'allais en colo. J'ai fait des colos scientifiques et c'était vraiment trop bien parce que du coup, il y avait des intervenants et des intervenantes. Bon, du coup, comme toi, Alice, j'imagine, mais il y a 20 ans, quoi. Donc voilà, c'était plutôt ça. Donc pas quelqu'un en particulier, mais juste voir un collectif qui s'intéresse aux sciences et qui encourage les petits et les petites à en faire. Zineb, tu as eu un rôle modèle féminin, alors peut-être même au-delà du spatial, hein, mais... Alors, moi, je vais aussi citer Claudie Agnoret, bien sûr. Peut-être dire en 2-3 mots qui est... Claudie Agnoret, qui est astronaute française, qui aujourd'hui ne vole plus, mais qui fait vraiment beaucoup, justement, pour la sensibilisation, pour inciter les femmes et les jeunes femmes à envisager des études et des carrières scientifiques et techniques. Donc elle est vraiment dévouée. Et donc c'est vraiment un plaisir de travailler, d'avoir l'opportunité aussi de faire aussi des événements avec elle. Et on va dire un mentor plus personnel, c'était quand j'étais en poste, c'était ma chef et en même temps... mon mentor qui était responsable des questions d'égalité des chances et diversité et qui un jour elle n'était pas très en forme mais malheureusement elle n'est plus là donc elle m'a clairement, quand j'étais jeune et je commençais ma carrière, clairement dit: Zineb, ne rentre pas dans le moule, ne rentre pas dans le moule, reste comme tu es et ne laisse pas une organisation te changer. Et donc ça m'a vraiment marquée. Et donc, j'ai gardé ça bien en tête et aujourd'hui encore, j'y pense et je me dis oui, effectivement, c'est important de rester soi-même. Et voilà, et des fois, on pense que des différences vont être des faiblesses, mais en fait, il faut vraiment les tourner, les garder. Et si certains n'aiment pas, si certains considèrent que bon, c'est plus un désavantage qu'un avantage, tant pis pour eux. Et il faut tracer son chemin, avancer et d'autres verront les choses autrement. Donc ça m'a vraiment marqué et je trouve que c'est important de rappeler ça à tout le monde, quoi, de pas trop essayer de vous formater parce que c'est pas forcément ça qui va vous différencier, faire la différence quand vous allez venir à un recrutement. Il y a de plus en plus d'entreprises qui regardent les profils atypiques et les gens qui sont différents. Et justement, ça me permet de faire le lien avec quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une jeune fille pour l'encourager justement à rêver d'étoiles et à se projeter dans ses métiers. Moi, j'ai envie de dire d'explorer vos possibilités, vos opportunités, votre potentiel
et ne pas abandonner les matières scientifiques trop tôt, les techniques, ne pas choisir ce que vous pensez être la facilité, parce que ça va peut-être justement être plus compliqué après, parce que vous avez complètement omis cette possibilité-là, et d'aller dans des foires professionnelles, des foires étudiantes, s'intéresser. Il y a de plus en plus d'événements virtuels, donc il n'y a même plus besoin de se déplacer grâce au Covid. Ça a explosé, tous ces webinars, les fers étudiantes en ligne. Donc cultivez-vous, recherchez un petit peu ce qui vous intéresse, mais vous restreignez pas à juste je veux faire ce domaine parce que ça me plaît. Gardez en tête que votre choix va évoluer, qui va pas forcément être le même dans 10 ans. Donc n'oubliez pas les sciences et les matières qui peuvent être un peu plus difficiles pour vous maintenant, mais ça va vraiment être des facilités plus tard. Marie, tu pourrais aussi, par rapport à Zefalto, donner, qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune femme pour venir vous rejoindre et y croire? Je lui dirais d'oser, de se faire confiance, de garder la soif d'apprendre. Chez Zefalto, la signature de la marque, c'est Dare the Dream. Donc, c'est un peu mes 2 conseils. Oser le rêve. C'est oser et continuer à rêver, ne pas oublier son rêve. Et je trouve que les femmes qui sont ici l'ont très bien illustré. Je pense que Rania et Alice sont des très bons exemples de femmes qui travaillent ingénieurs ou scientifiques, etc. Mais Zineb l'a très bien expliqué aussi. Il n'y a pas que ces métiers-là non plus. Et je pense qu'effectivement, en tout cas, j'en suis un exemple parce que j'ai un profil plutôt marketing. Et ça ne nous empêche pas de travailler dans ces domaines-là, dans le spatial ou autres, sur des métiers qui sont, pour le coup, pas forcément ingénieurs ou scientifiques, mais qui ne nous empêchent pas d'être très à l'aise, de comprendre et de travailler main dans la main avec des équipes d'ingénieurs, comme ce que Alice aussi a pu faire. Et d'être passionné par des sujets scientifiques, en fait. Exactement. Et d'être inspiré, d'être curieux et d'être passionné par tout ça. Rania, pareil, quel conseil tu donnerais à une jeune fille aux jeunes femmes qui sont là pour... Un seul conseil, il faut travailler. Il faut réellement travailler. Il faut travailler très, très dur. Oui. Et puis, comme Zainab l'a dit aussi, faut être flexible par rapport aux options aussi. Il faut savoir ce qui se passe. Il faut avoir une idée macro sur le marché spatial. Il faut savoir ce qui se passe. Idée macro, c'est-à-dire... Une idée générale, l'overview de ce qui se passe en général. Et je dirais... D'après mon expérience, il faut réellement parfois, même si on trouve qu'il y a des hommes qui font les choses mieux que nous, les femmes, faut apprendre, faut savoir réellement, faut utiliser ça et considérer ça comme une ressource. Faut prendre les connaissances de ces hommes-là, et puis après il faut travailler en double s'il le faut, pour arracher ta place. Ouais, faut aller vraiment, oui. Merci Alice. Un conseil pour. Alors si vous êtes plutôt au lycée, ne laissez personne, même des figures d'autorité comme les parents ou les profs, vous dire que c'est trop difficile pour vous et que vous n'y arriverez pas. Moi j'ai de la chance, mes parents m'ont toujours beaucoup encouragé, mais ça peut arriver des fois que des figures d'autorité vous empêchent d'y aller, donc allez-y. Si vous ne laissez personne vous dire que c'est trop difficile pour vous. Et si vous êtes plus tard dans votre vie professionnelle, ne vous dites jamais je suis pas assez bien pour ce poste. Vous envoyez votre CV et puis vous verrez bien ce qui se passe. Il faut oser, en un mot. Merci. Et question suivante, quel est ton film ou ton livre préféré sur l'espace que tu pourrais recommander à... Moi, c'est un livre un peu loufoque qui s'appelle The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Guide, alors je sais pas le nom en français, je l'ai lu en anglais, mais... Guide. Voilà, donc c'est plein d'inventions loufoques sur l'espace, et ce que j'aime beaucoup, c'est le lien entre l'exploration de l'espace et l'inventivité qui en est, quoi. Donc c'est le guide intergalactique voyage... Le guide du voyageur intergalactique H2G2. Ouais, voilà. Le 42 de l'école. Oui, justement, le 42 de l'école, Alice, tu peux nous expliquer le 42 de l'école? Alors, le 42, c'est la réponse à la vie, l'univers et tout le reste. Ouais. Voilà. Désolée, j'ai spoilé. Et toi, ton livre ou ton film préféré, pour donner envie de... Alors, je vais parler c'est un dessin animé dans lequel que j'ai adoré quand j'étais petite, qui commence à dater un petit peu maintenant, mais ça s'appelle La planète au trésor. C'est un Disney, en fait, c'est globalement l'île au trésor, mais dans l'espace. Je le trouve très très beau et il m'a beaucoup touchée étant enfant. Zineb, tu as une recommandation?
recommanderais le livre de Samantha Cristoforetti. Alors, il n'est pas disponible en français, mais bon, c'est bien pour une pratique de l'anglais ou de l'allemand ou de l'italien. Donc, c'est Diary of an Apprentice Astronaut. Et donc, c'est le journal de... Voilà, ça permet d'avoir une autre perspective, la perception, sensibilité féminine à travers cette expérience. Donc, c'est un journal sur le quotidien, en fait, voilà. C'est ça. Rania ? En fait, il y avait plein, mais le dernier bouquin qui m'a vraiment intriguée, c'est Ignition de John D. Clarke. C'était recommandé par Elon Musk, je crois. C'est un livre assez technique, je dirais, et en anglais aussi, mais c'est super intéressant de le lire si on veut savoir un peu comment créer un lanceur, un fusée, disons, et les liquids. C'est par rapport Rocket Liquid Propellant, c'est le propellant pour les lanceurs. Propulseur, ouais. Et en termes de film, Les Femmes de l'ombre, donc il y a peut-être un film qu'on pourrait recommander sur effectivement l'aventure spatiale aux États-Unis, où on met en avant des femmes qui ont eu un rôle clé et qui ont été un peu oubliées des livres d'histoire. Il y a des films peut-être aussi à donner, non ? Alice, t'as des... Là, comme ça, non. En vrai, il y en a plein, mais les Femmes de l'ombre que j'avais beaucoup, j'avais beaucoup aimé. Il y avait un autre film aussi qui était Proxima, qui parle de l'entraînement des astronautes. Proxima comme le nom de la première mission de Thomas Pesquet, qui traite notamment du côté parents, enfin mère, l'héroïne, et maman. Et donc il y a un peu tout ce côté-là aussi qui est traité. Et dernière question pour rêver. Alors, qui veut répondre ? Dans combien de temps on va avoir l'essor du tourisme spatial ? Alors, je ne sais pas qui est-ce qui veut répondre. Moi, je peux y répondre parce que du coup, on travaille un peu dessus. Moi, j'ai quand même le sentiment personnel que le tourisme spatial a un peu commencé quand même. Après, le mot tourisme, je le questionnerai, je parlerai un peu plus d'exploration, comme on a pu explorer les océans il y a plusieurs dizaines d'années. Et d'autant plus que, en tout cas pour ce qui nous concerne, Zefalto, je pense qu'on n'a absolument pas pour ambition de démocratiser le tourisme et de créer un tourisme de masse comme ce qu'on a malheureusement pu faire sur Terre à plusieurs endroits. Mais nous, la question qu'on se pose, c'est plus quelle exploration et comment est-ce qu'on part voyager en effet dans l'espace ou dans la stratosphère, mais plutôt en harmonie avec les éléments, la nature et l'environnement. Voilà. Merci Marie. Est-ce que vous voulez quelqu'une veut compléter ? Non, moi je trouve ta réponse très bien. Super. Merci beaucoup à toutes nos intervenantes, pardon. Et donc on va passer. Est-ce que il y aurait des questions dans la salle pour ces femmes ? Alors, donc vous allez dire votre question, puis on va la répéter pour voilà. Très bonne question. Alors, partout. Le numérique. Donc je vais répéter la question. Le numérique, dans vos métiers, il est où ? Je vais commencer. En fait, mon métier, c'est bien ça. Mon métier, ce que je fais, c'est vrai que je fais la conception de la mission, mais aussi c'est de créer la technologie qui va nous aider à faire des missions spatiales. Je travaille sur l'ordinateur de bord, et là, c'est le fond du numérique. Donc, on a besoin d'être à cheval, de savoir ce qui se passe de point de vue technologie, de point de vue hardware et software aussi, de point de vue le niveau de sécurité, le niveau de communication, et tout ça, c'est du numérique. Donc, on devrait avoir un certain niveau, disons, je dirais, un update, c'est-à-dire la mise à jour de la technologie pour savoir réellement aller très loin, vers la Lune ou vers Mars ou même plus loin. Voilà, c'est ça. Alice ? Et pour aller moins loin que la Lune ou Mars, même sur la Terre elle-même, l'espace, ça permet aussi d'avoir des satellites qui observent notre Terre, ce qui est assez critique, comme on peut le savoir aujourd'hui avec le changement climatique. Et du coup, le numérique, il est vachement au service de ça, puisqu'en fait, chaque jour, il y a des térabytes de données qui pleuvent sur la Terre, parce que les satellites, en fait, ils scannent la Terre en permanence. Et cette data, elle est énorme. C'est des données énorme, et là-dedans, caché dans ces données, dans ces millions de pixels, il y a des traces du changement climatique, il y a des traces de déforestation,
et il y a des traces de changement au niveau des océans. Et c'est là que le numérique, il est central, quoi. Alors, je vais répéter. Alors, Alice, comment tu fais pour justement analyser les données et tirer la valeur ajoutée de ces données ? C'est en collaboration avec les scientifiques, puisqu'en fait, les satellites vont être envoyés. On va décider à quelle couleur on regarde. Donc nous, en tant qu'humains, on voit le bleu, le vert et le rouge. Et en fait, il y a plein d'autres couleurs qui existent. Et en fait, en fonction de ça, on va par exemple pouvoir voir, en faisant des rapports entre les différentes, ça s'appelle des bandes, donc les différentes couleurs, on peut voir si, par exemple, une forêt est en bonne santé, s'il y a de la vie dans l'eau ou s'il n'y en a pas, on peut voir aussi ce que voient les humains. Donc, si jamais on peut voir, par exemple, des activités de mine illégales dans une forêt primaire, on peut voir des choses comme ça. Et donc ça va vachement être basé sur l'expertise des scientifiques qui vont nous dire quel rapport de couleur il faut qu'on regarde, et sur des techniques plus récemment d'intelligence artificielle qui vont permettre, par exemple, de détecter des avions, qui vont permettre de détecter des champs de construction, etc. Donc ça va être beaucoup d'intelligence artificielle et ce genre de choses. Il y avait une autre question, oui. Alors, moi, je suis un peu picorée. On va peut-être commencer par Marie, si vous avez plusieurs questions. Donc Marie, à qui appartient l'espace ? Alors, à qui appartient l'espace ? En effet, je pense qu'il y a des réglementations qui existent, mais il y en a sûrement pas suffisamment. En effet, maintenant, il y a quand même des règles qui existent pour ce qui nous concerne. Et je n'ai pas, en effet, creusé ce point-là. Et il y a bien sûr un aspect, pour Zefalto, qui est davantage pour un voyageur, de lui permettre, en effet, de voyager bas carbone dans la stratosphère. Mais il y a aussi, bien évidemment, une partie scientifique. Et c'est aussi une aventure scientifique, tout comme le fait le CNES, par exemple. On a aussi, bien évidemment, une ambition scientifique là-dedans, que de récolter des datas. C'est une nouvelle manière aussi de voler que d'avoir ce ballon-là, parce que c'est voyager pendant longtemps, ce qui n'existe pas forcément. Et du coup, c'est récolter des nouvelles datas avec des vols qui sont assez inédits et qui survolent à basse hauteur. Il y a un régulateur aussi d'altitude qui va permettre de réguler ces voyages-là. Donc effectivement, c'est une aventure qui peut être plutôt touristique, mais c'est aussi une aventure scientifique qui vise à récolter des datas et à aider la science, avec une part de R&D qui est très importante et qui doit absolument le rester. En tout cas, voilà pour la réponse pour ce qui concerne Zefalto. Une autre question ? Merci. Je peux commenter ? Je peux commenter quelque chose. Pardon. Alors on va répéter la question. Donc voilà, c'était une remarque sur la visibilité, les modèles que peuvent avoir les petites filles, etc. Question sur j'arrive pas à reformuler, pardon. Pourquoi, donc, vu qu'il y a les chaînes YouTube masculines qui ont plus de visibilité, faire des partenariats avec ces chaînes-là, pour moi aussi avoir plus de visibilité et toucher donc plus de gens. Alors j'ai déjà fait quelques partenariats avec des vidéastes, d'autres vidéastes. Et vous parliez aussi de mettre en avant des femmes. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire, notamment quand je travaillais au CNES. J'ai fait plusieurs émissions sur Twitch pour le CNES. Où j'avais des intervenants et intervenantes, et j'essaye de mettre en avant, si je fais une table ronde, quoi que ce soit, au moins d'avoir la parité, d'avoir autant de femmes que d'hommes, justement pour montrer qu'il y a des femmes qui travaillent dans le spatial, et parce que voilà, sinon la plupart du temps on a trop souvent des hommes dans le nombre de tables rondes, de conférences où on a une brochette purement masculine. Et pourtant, il y a des femmes qui sont là, mais le nombre de gens... La preuve. Voilà, voilà, on en est la preuve. Et on entend trop souvent, non, mais il n'y a pas de femmes qui font ça. Bah si, en fait. Et il y a plusieurs choses qui existent, notamment il y a un site qui s'appelle Les Expertes, qui existe, ou si vous ne connaissez pas, mesdames, je vous conseille, c'est un catalogue, entre guillemets, où vous pouvez vous inscrire. Il y a des femmes expertes de plein de milieux différents. Et donc voilà, si vous êtes journaliste, vous cherchez des intervenants, des intervenantes pour parler d'un sujet, vous pourrez trouver des femmes qui parlent de ce sujet pour justement casser un petit peu tout ça. Oui, effectivement, c'est très important parce que souvent, les organisateurs d'événements nous disent, nous, on a effectivement... Ah oui, on aimerait bien avoir des femmes, mais il n'y en a pas. Voilà. Il faut juste un peu d'huile de coude. Il y en a, il faut aller chercher. Elles ne sont pas aussi visibles. Les hommes
Et il y en a, et c'est très important, justement, de renverser la proportion et d'avoir de plus en plus des femmes, parce que c'est comme ça aussi qu'on change les représentations. C'est, voilà, en voyant toutes ces femmes extraordinaires, de se dire, bah, voilà, déjà, là, ça fait un travail où on va associer des métiers techniques passionnants d'espace avec des figures féminines, et quelque part, ça va faire le job dans les inconscients collectifs. Donc, c'est extrêmement important. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les fonds sous-marins pour faire les mêmes expériences Alors, Rania aussi, parce que toi aussi, tu es astronaute analogue, donc en fait, la MDRS, c'est juste une station, mais en fait, il y en a partout sur le globe. Il va y avoir des analogues de Mars, des analogues de la Lune, et il faut savoir que les astronautes s'entraînent notamment aussi en plongée. Il y a des... alors, je ne sais pas si tu te rappelles du nom de la mission, où il y a une station où ils s'entraînent aussi sous l'eau. Je ne sais pas si tu te rappelles du nom, moi j'ai oublié, mais... oui, en fait, il y a plein d'environnements différents, parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est comment l'homme s'adapte aux environnements extrêmes. Et donc, il faut aller dans les environnements extrêmes. Il n'y a pas besoin de s'extraire de la gravité terrestre pour les trouver. On en trouve plein sur Terre. Et c'est là qu'en fait, on va venir poser les stations d'astronautes analogues. Si ça répond à votre question. Bof, ok. Je vais rajouter juste un mot. En fait, j'ai fait cette expérience moi-même l'année dernière. Et l'idée, c'est qu'on sait tous qu'il y aura des demandes d'astronautes dans les prochaines années. Et Zina peut bien le confirmer. Donc, c'est pour les prochaines missions. Et donc, surtout pour les architectes, les ingénieurs systèmes, les gens qui travaillent sur les missions lunaires et pour Mars et tout. Donc, on est surtout intéressé par ces personnes parce que ce sont les personnes qui font les choses. Et donc, moi et mes collègues, on a voulu faire l'expérience là, de faire une mission analogue. Et donc, j'ai fait l'expérience sous l'eau. On a fait quelques tâches sous l'eau. Et en fait, je l'ai fait à moins 20 à 30 mètres sous l'eau. Donc, c'était pas facile, mais en fait, je crois qu'après un certain nombre d'heures pour faire quelques missions simples, donc c'est ça, c'est ce que les astronautes font. D'habitude, on essaie aussi d'améliorer un peu les conditions pour les missions analogues, et je crois que c'est ouvert pour tout le monde. Ils ont, avec une certaine condition physique, et si tu es capable d'être sous l'eau un certain nombre d'heures, donc oui, on essaie réellement d'avoir le maximum de nombre de gens possible pour découvrir un peu le monde sous-marin pour les missions spatiales. Incroyable. Mais effectivement, le fond des océans est très très peu exploré et on connaît assez mal parce que c'est compliqué d'y aller parce que quand on plonge, il y a beaucoup de pression, etc. Et un océan, c'est profond. Donc voilà. Une dernière question peut-être, madame. Dans quelles conditions on peut aller donc par rapport à Céphale? Combien alors oui, Marie, combien d'heures on peut faire un petit voyage en ballon? Alors, pour les premiers voyages qui auront lieu fin 2024, c'est environ entre 1 et 2 heures pour monter dans la stratosphère à 25 km au-dessus de la Terre, pour rester entre 4 et 8 heures. Ça dépend bien évidemment des vents, des conditions, etc. Et pour redescendre, ça reprend entre 1 et 2 heures. Ça c'est pour le premier voyage en 2024, avec un objectif plus tard de rallonger ces voyages pour avoir encore plus de temps d'expérience. Moi j'ai une question, du coup c'est en cabine pressurisée ou comment ça se passe? Moi je pense ballon, je pense à la montgolfière, mais la montgolfière à 25 km d'altitude, je ne sais pas si c'est très conseillé. C'est exactement ça, en effet. Du coup, c'est un ballon stratosphérique qui est en haut, qui est ce que le CNES fait depuis 60 ans. Et dessous, c'est une capsule pressurisée qui fait la taille à peu près de 30 mètres carrés, qui est en train d'être développée. Alors bien sûr, c'est pressurisé comme un avion, donc c'est des ingénieurs de Airbus, Dassault, etc. qui travaillent dessus. Et en effet, le fonctionnement, c'est une cabine pressurisée d'une 30aine de mètres carrés qui fonctionne à peu près comme un avion. Trop bien. Donc pas Super. Comme une montgolfière, en effet. Il y a de la sécurité étant au centre, bien évidemment, de l'expérience. Alors, on va laisser une dernière question. C'est pour Marie aussi, justement, derrière. Alors, est-ce que donc les technologies que vous développez sont réutilisées après par le CNES?
Oui, bien évidemment. C'est un partenariat qui est très très fort avec le CNES depuis vraiment le début de la start-up et de l'entreprise. C'est un partenariat qui va dans les deux sens, en effet. Il y a un transfert, ce qu'on appelle un transfert technologique qui est fait par le CNES vers notre start-up Zefalto, qui est là pour former des équipes, parce que eux, encore une fois, ils envoient des ballons dans la stratosphère depuis 60 ans. Donc là, il y a vraiment un transfert technologique qui est fait. Nous, chez Zefalto, il y a d'autres innovations majeures qui sont travaillées. J'ai parlé notamment du régulateur d'altitude, mais aussi un travail sur l'enveloppe réutilisable du ballon. Donc bien évidemment, c'est des choses qui sont travaillées absolument main dans la main avec le CNES et qui vont aussi dans les doubles sens. Enfin voilà, dans le double sens. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenantes. Hein. C'était absolument passionnant. On a appris plein de choses. Donc, merci à vous d'avoir été là. Donc, petite info pratique par rapport à Vous avez un espace de restauration barbecue à l'extérieur. Et à 14h, dans l'auditorium ici, vous avez donc une conférence sur l'intelligence artificielle avec Laurence de Villiers, qui est une des plus grandes chercheuses mondiales, qui est vraiment une femme exceptionnelle. Je vous invite à venir l'écouter. Voilà, à 14h dans l'auditorium. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.